Bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous. Il y a quelques hommes dans la salle ce soir, malgré tout. Pour cette conférence autour de Quand les femmes dessinent la ville, qu'on est ravis d'accueillir au Maïf Social Club. C'est la 3e conférence qu'on organise avec le magazine Cosette, qui à chaque fois nous propose le regard de Cosette sur une des thématiques qu'on développe au Maïf Social Club. Voilà, je ne vais pas présenter les intervenantes, je vais laisser Isabelle, notre directrice de la rédaction du magazine Cosette, le faire. Juste vous dire que je suis, ainsi que toute l'équipe du Maïf Social Club, à votre disposition à l'issue de cette conférence pour échanger avec vous, mais aussi pour toutes questions que vous pourriez avoir sur le lieu, et qu'on vous offrira un petit verre à boire pour continuer l'échange au rez-de-chaussée ensuite. Voilà, bonne soirée à tous. Merci. Donc moi aussi, je vous souhaite le bonsoir pour cette table ronde autour des femmes qui dessinent ou pas la ville. Alors c'est d'abord merci aussi au Maïf Social Club de nous accueillir parce que vous avez vu leur programmation s'appelle Agoramania. C'est pour ça qu'on a eu envie de parler des femmes et de la ville. Alors les femmes dans la ville, les femmes qui fabriquent les villes, qui les dessinent, qui les pensent, vous allez voir, c'est un sujet en fait beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît au départ. Et quand on dit qui dessine la ville, c'est au sens propre et au sens figuré, puisque ici il y a des architectes ce soir, et puis une dessinatrice, et puis aussi des femmes qui pensent peut-être la ville de demain. Alors, je vais tout de suite vous les présenter, ces femmes qui pensent la ville de demain. Marine Simoès, qui est ici, qui est architecte. Bonsoir, Marine. Alors, son dada, Marine, c'est d'emmener les enfants visiter les chantiers. Elle a fondé une association qui s'appelle Chic de l'Archi, qui propose des ateliers pour un jeune public. Hein, c'est 3-9 ans, c'est ça, Marine ? On travaille aussi beaucoup avec des adolescents. D'accord. Jusqu'à 15-16 ans. 15-16 ans. Alors, pour ça, pour transmettre en fait une culture architecturale, urbanistique et paysagère, on y reviendra tout à l'heure. Une autre architecte avec nous, Ingrid Taillandier, qui est diplômée de l'école d'architecture de Paris-Belleville, un master de l'Université de Columbia à New York. Donc, elle se partage entre son travail sur le terrain et aussi l'enseignement. Et alors, j'ai noté son credo, transmettre le goût d'une architecture inventive et réfléchie. Il va falloir que vous nous expliquiez ça tout à l'heure. Émilie Plateau, Émilie est dessinatrice de BD et quand elle ne travaille pas sur ses albums, elle tient un blog qui s'appelle Comme un plateau, évidemment. Elle collabore à plusieurs journaux et puis elle a une façon bien à elle, vous verrez, de dessiner la ville et puis surtout les gens qui y habitent, les urbains comme nous toutes et tous ici. Et enfin, Charline Waraki, qui est spécialiste du développement local participatif. Bonsoir Charline. Et qui a cofondé Womanability, c'est-à-dire une association qui étudie en fait la place des femmes dans l'espace public. Vous allez voir, il y a beaucoup à dire. Elle revient là, son association revient de 9 mois à parcourir le monde. 25 villes, 13 marches exploratoires ont été organisées pour analyser la façon dont les femmes, concernant les agences françaises d'architecture, et ça montrait qu'au total, cette étude montrait qu'au total, les femmes occupaient 2 fois plus que les hommes les fonctions de secrétariat, c'est-à-dire comptables et assistantes, et qu'elles étaient très très peu nombreuses sur les postes de coordination de travaux. Voilà, donc il y a quand même vraiment un déficit entre l'envie des jeunes femmes d'apprendre l'architecture et de s'y plonger, et puis le résultat des courses, où finalement, elles sont quand même peu nombreuses à avoir les rênes de la chose. Alors j'aimerais bien avoir déjà l'analyse de ces chiffres par Ingrid et Marine, puisqu'elles sont toutes les deux architectes, donc votre analyse sur le terrain, mesdames, en tant qu'architecte. Alors, moi, je les avais étudiés, ces chiffres, justement, parce que je trouvais ça assez incroyable. Je suis enseignante et dans mon école, c'est même 62% d'étudiantes. Mais ça va changer. Je pense que c'est une vague de fond qui arrive, une lame de fond qui va arriver. Il se trouve qu'il y a énormément de femmes architectes qui partent dans la maîtrise d'ouvrage, ce qui n'est pas plus mal aussi. Alors, expliquez ce que c'est que la maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'ouvrage, c'est les promoteurs, les clients, les bailleurs sociaux, ceux qui sont les donneurs d'ordre pour construire, qui sont les commanditaires. Et elles vont aussi dans beaucoup de professions
liés à l'architecture, mais qui sont plutôt de fonctionnaires dans les villes, dans les communautés de communes. Je pense que c'est surtout lié aux horaires. On a un moment, quand on commence à avoir des enfants, une vie de famille, le métier d'architecte est réputé pour avoir... Oui, alors on parle beaucoup des charrettes. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de charrette? En fait, c'est une culture qui vient de l'école. C'est quelque chose qu'on fait dès l'entrée en école d'architecture, et on passe des nuits entières à travailler pour finaliser un projet. On remet en question en permanence ce qu'on fait jusqu'à ce qu'on soit satisfait. Et ça crée ce moment où tu peux en témoigner aussi. Et donc c'est une méthode de travail, si on l'a mal acquise, parce que moi je pense que c'est pas une bonne façon de travailler. Dès les études, c'est très dur de s'en séparer. C'est-à-dire que ça se passe comme ça partout dans toutes les agences. La tradition, c'est qu'on travaille beaucoup au dernier moment. Il faut dire qu'on nous demande des délais très très serrés pour des projets quand même très complexes, et que c'est pas toujours évident d'y répondre en temps et en heure, ou alors il faut prendre des décisions vite et ne pas dépasser. Donc dans une société comme la nôtre, où ce sont traditionnellement les femmes qui veillent sur les enfants, c'est peut-être pour ça que ça pose problème. Oui. Alors moi, pour le coup, je suis architecte, mais je fais partie de... Alors non, je ne suis pas architecte, je suis diplômée en architecture. Je ne porte pas le titre d'architecte parce que je ne suis pas inscrite à l'ordre. Et du coup, ce chiffre de l'inscription à l'ordre, je trouve qu'il fausse quand même un petit peu la donne, parce que comme Ingrid le disait aujourd'hui, être architecte, c'est pas uniquement travailler en libéral ou en association dans un cabinet, mais ça peut être justement être dans une maîtrise d'ouvrage, travailler dans une collectivité, ça peut être comme moi faire de la médiation culturelle. Donc il y a aujourd'hui plein de métiers autour de l'architecture autres que vraiment la maîtrise d'œuvre qui impose en termes de responsabilité et d'assurance cette inscription à l'ordre. Donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose à revoir par rapport au diplôme et à l'inscription et au titre. Oui, donc les chiffres ne sont pas tout à fait justes. Voilà, et je pense que le plus important, c'est qu'effectivement les filles soient dans les écoles d'archi. Après, effectivement, moi j'avais fait ce choix-là en sortant de l'école de partir sur le salariat, parce que, je ne me sentais pas avoir... l'assise suffisante pour me mettre à mon compte, et puis clairement j'avais envie d'avoir des enfants, et le confort du salariat pendant 6-7 ans m'a permis d'avoir mes 2 enfants, et puis aujourd'hui je suis sur un rythme différent, mais c'est plutôt une bonne chose effectivement que les femmes arrivent. Ça permet, je pense, une vraie diversification des métiers, et l'architecte est aujourd'hui plus présent dans la société. C'est pas uniquement dans son cabinet, mais dans les collectivités. Mais vous êtes quand même d'accord sur le bilan un peu négatif quand même par rapport à la présence des femmes dans la profession. Si on prend la profession idéale, qui est l'architecte qui dessine et qui conçoit et qui fabrique la ville et les immeubles, oui, il y a un déficit énorme. Mais en même temps, c'est un métier très particulier. Il faut se battre énormément. Il faut avoir un tempérament d'homme. Non, mais vraiment. Attention à ce que vous dites. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut. Ça peut vraiment décourager. Le métier est un peu brutal. Alors, c'est ce que je veux dire. Moi, j'ai beaucoup entendu pas avoir parler peur de l'affrontement. J'ai beaucoup entendu parler en préparant cette table ronde du fait que aussi c'était un métier, quand on dit un métier d'homme, je l'ai beaucoup entendu ça, mais aussi pour un autre aspect, c'est-à-dire que ce serait un métier de réseau, c'est-à-dire beaucoup d'hommes entre eux, puisque en fait, pour obtenir des contrats, des budgets, finalement, c'est pas tant les compétences qui comptent, d'après ce que j'ai compris, enfin, grossièrement, que finalement son réseau. Or, à la tête des institutions qui délivrent ces contrats, il y a beaucoup d'hommes, justement. Ouais. Et donc, on est un peu entre soi. Et Odile Deck, qui est une grande architecte française qui a beaucoup bataillé contre ça, m'a expliqué toute cette démarche et qui a l'air partagée par la plupart d'entre vous. Oui, ce qu'on appelle les décideurs de la construction, c'est à la fois les clients, les maîtres d'ouvrage, mais c'est aussi les entreprises, les élus, et 80, je crois qu'on avait regardé le chiffre, 80 à 90% des décideurs sont des hommes. Oui, donc, et dans alors, ce métier, les décisions sont masculines.
D'accord. Et alors, il faut au niveau du réseau, puisque vous en parliez, oui. C'est évident que moi, je ne vais pas aux soirées Beaujolais Nouveau, je ne vais pas jouer au golf, et ni à la pétanque d'ailleurs. Et c'est assez particulier. C'est vrai qu'il y a énormément d'activités dans ce métier qui sont le soir et destinées plutôt aux hommes. Alors, Odile Deck résumait tout ça d'une phrase un peu... brutale, mais je pense juste, elle disait, mais c'est en fait, les femmes font pas de réseau, font pas de bavardage. En fait, nous, on bosse. Et donc, les hommes dirigent des agences, vont chercher des trucs, des contrats, et après, c'est les femmes qui travaillent derrière eux. Bon, c'est peut-être un petit peu caricatural. Non, il y a des architectes dans la... Je vous passerai le micro tout à l'heure parce qu'on aura l'occasion d'échanger et vous nous raconterez votre expérience. Et puis, juste pour clouter un peu ce que vous disiez là, sur le nombre de femmes, il faut savoir que c'est une femme qui est présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Elle s'appelle Catherine Jacot. Mais quand on regarde au niveau régional, eh bien, il y a 26 conseils régionaux de l'Ordre des architectes en France, et il y a 25 hommes qui les président. Donc il y a une femme. Donc voilà, pour enfoncer le clou. Alors, Charline, j'avais envie de vous demander, justement, on a vu qu'il y a peu de femmes qui dessinent quand même, malgré tout, et qui décident. Est-ce que vous avez constaté, vous avez l'impression que ça se ressent dans les villes comme elles sont faites aujourd'hui, comme on y circule, comme on les utilise? Oui, alors déjà pour peut-être un peu compléter, moi j'ai beaucoup travaillé avec justement les gens sur le terrain, c'est-à-dire dans la fonction publique notamment, avec des chargés, des chefs de projet. Oui, faut expliquer, faut expliquer que vous vous baladez en fait avec votre association dans les villes et vous justement vous rencontrez, vous notez un peu ce qui se passe et puis vous rencontrez les édiles. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà le métier de base, donc avec Audrey Noeltner, une des cofondatrices, donc où, en effet, on était développeuse territoriale, c'est-à-dire qu'on travaillait avec les collectivités à développer les territoires en matière de politique publique, beaucoup en termes d'urbain, de social, mais aussi de développement économique. Donc, à ce titre-là, en effet... ce que je disais, j'ai rencontré énormément de chefs-feu de projets rénovation urbaine, par exemple. Et donc, à ce niveau-là, en effet, on peut trouver pas mal de femmes qui, en effet, ont eu un parcours urbanistique, lié à l'urbain d'une manière générale, architectural, voilà. Après, sur les archis, en effet, et les décideurs, j'étais beaucoup plus confrontée à des hommes. Et dans Qui fait la ville, c'était notamment les élus. Et là, on aborde un point politique. et voilà, et je crois que l'architecture n'est malheureusement pas très originale sur ces chiffres. Voilà. Et donc, Womanability, à la base, on est parti en effet de ce constat. C'est qu'on n'utilisait pas la ville, donc avec ma collègue Audrey, on n'utilisait pas la ville de la même manière que nos collègues masculins, et notamment un des trois autres cofondateurs, Julien Fernandez, on travaillait au même endroit à la Courneuve. Et en fait, on s'est rendu compte que on n'utilisait pas vraiment de la même façon quand on était à Paris, quand on était à la Courneuve, quand on était le matin, le soir, l'après-midi, quand il faisait beau, quand il faisait pas beau. Et donc on s'est posé des questions, on a commencé à se poser des questions sur cette question d'appropriation de ce que font les femmes dans leur ville, de comment elles les vivent, de comment elles les ressentent, elles les expérimentent. Et donc, là, on s'est dit qu'il y avait un petit souci et qu'on aimerait en savoir plus. Et c'est comme ça qu'on a voulu identifier l'ensemble des problématiques que pouvaient vivre les femmes et ressentir les femmes dans leur ville. On a décidé de monter un projet où on faisait le tour du monde. On allait organiser des marches exploratoires juste pour en dire deux mots, ce sont des groupes de femmes que nous, on a souhaité mixtes. C'est une méthode, c'est une technique... C'est des femmes qui sont aussi des hommes, donc.
Je sais pas si des groupes de femmes avec des hommes. Des groupes de femmes et auxquels on a associé des hommes pour qu'ils écoutent et qu'ils entendent, parce que c'était un point important de notre idée. Et donc c'est une technique participative en fait qui vient de Toronto dans les années 90, qui a émergé dans les années 90. L'idée c'était de réunir un groupe de femmes pour discuter, de marcher dans leur quartier et qu'elles identifient les problématiques liées à l'urbain et à la sécurité pour les faire remonter et qu'on trouve des solutions. Donc on est parti de cette base qu'on a ouverte pour surtout parler de tous les aspects en fait des femmes dans leur ville, des gens dans leur ville d'une manière générale, parce qu'aujourd'hui on trouvait qu'on parle beaucoup de sécurité, mais pas assez d'appropriation, et de se dire que si on rend les villes sûres, les femmes se les approprieront et iront dans leur rue, alors qu'en fait on s'est dit, est-ce que c'est pas le pendant inverse? Est-ce que c'est pas si les femmes peuvent traîner dans leur rue qu'en fait avec le monde qu'il y aura, ça sera sûr? Une personne qu'on a interviewée nous disait ça justement en disant on remarque qu'un espace est sécure, on se sent en sécurité dans un espace quand on y voit des femmes et pas une femme. Ça c'est le syndrome de la Schtroumpfette, mais c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Il faut bien revenir au sujet. Donc on a interrogé près de 200 personnes sur un questionnaire de plus de 200 questions sur des thématiques très larges et variées, sur la mobilité, sur la vie de famille, parce que oui, encore aujourd'hui, malheureusement, oui. Voilà. On a encore la charge de la famille, des juniors et des seniors. Et des seniors, oui. Absolument. Sur des thématiques aussi comme les activités, le sport, les femmes qui travaillent dans la rue de manière formelle et informelle. Sur également tout ce qui va être de l'ordre de la sexualité, par exemple. Est-ce qu'on peut s'afficher avec son compagnon dans sa ville? Est-ce qu'on peut porter ce qu'on veut? Est-ce que... Différentes choses. Donc, tout un panel. Et tout ça pour dire qu'en effet... et donc, on a interrogé plein d'acteurs du changement et plein d'actrices du changement. Également des mères femmes pour savoir si ça faisait la différence ou pas. Et donc, ce qu'on remarque, c'est véritablement que, oui, les femmes, elles sont dessinées différemment, et aujourd'hui, les villes sont dessinées différemment, et qu'elles sont aujourd'hui, pour citer Yves Rebaud, construites par et pour des hommes. Et donc, en effet, pour les femmes qui ont marqué, que ce soit à New York, par exemple, Janet Sadikan, qui est l'ancienne responsable du service transport à New York, qui a piétonnisé New York en fait, et ils ont vraiment pensé New York sur tous les transports possibles, vraiment en termes de multimodalité. Et elle explique que la réussite de la ville du XXIe siècle, c'est de donner le choix, tout simplement, et donc de pouvoir utiliser ses pieds, le bus, les vélos dans leur ville. Et donc c'est ça qui a vraiment fait le succès des transports de New York. Et juste un point, pour aussi, qui répond également, je crois que les femmes aussi pensent, en tout cas celles qui ont influencé véritablement la ville, je pense notamment à Jane Jacobs qui doit parler, comment elles pensent pratico-pratique, presque, de l'ordre. Jane Jacobs a beaucoup influencé sur l'ordre du quartier, c'est-à-dire la vie de quartier, la vie de famille dans le quartier, à une époque où les villes étaient pensées de manière extrêmement globale, extrêmement large en termes de grands boulevards, de développement, voilà. Alors que, en réalité, quand on a une vie de famille, un métier, etc., en vrai, on se concentre beaucoup. Oui. Le pratico-pratique, c'est de se concentrer beaucoup sur son quartier. Alors justement, on va en voir des quartiers et des villes dessinés par une femme, Émilie Plateau. Donc Émilie, alors déjà, on n'est pas d'accord, Émilie et moi, sur un point de départ, parce que moi, quand j'ai commencé à préparer cette table ronde, je voulais absolument qu'il y ait une femme qui dessine, mais pas une architecte, une dessinatrice. Et donc j'ai cherché des dessinatrices de BD, et là, je me suis rendu compte que j'ai trouvé qu'il y avait plutôt des personnages qui étaient mis en scène par les dessinatrices de bande dessinée plutôt que les villes, les décors de villes. Et donc, de fil en aiguille, j'en ai quand même trouvé. Et puis j'ai invité Émilie, je lui ai fait part de cette remarque.
Je pensais qu'elle allait me dire « Ah oui, vous avez bien raison », et pas du tout. Elle m'a dit « Ah pas du tout, non, vous avez tort ». Donc Émilie, expliquez-nous ce que vous pensez de la façon dont les femmes dessinent la ville, pas en tant qu'architecte, mais en tant que dessinatrice. Je pense qu'il y a énormément d'autrices de bande dessinée, donc de dessinatrices qui dessinent la ville. Après, vous m'aviez donné l'exemple de Françoise Cuyton, oui, qui est un auteur belge qui a beaucoup dessiné la ville comme étant un sujet global dans ses bandes dessinées. Et c'est ça qui m'avait plutôt dérangée dans la question, c'était de comparer plein de femmes à un seul homme. Oui, c'est parce que c'est celui qui m'était venu, mais oui, bien sûr. Je n'avais pas trouvé d'équivalent, en effet, dans cette façon de représenter la ville comme un décor, presque comme un personnage. Il est architecte, d'ailleurs. Il est architecte, Cuyton, oui, c'est vrai. Voilà, en plus. Alors, je vous propose que vous nous expliquiez ce que vous en pensez en nous montrant, peut-être. Alors moi je me suis surtout basée sur mon propre travail, donc j'ai fait j'espère. oui. Non mais après il y a plein de dessinatrices qui traitent de la ville en bande dessinée évidemment. Donc moi je fais plutôt de l'autobiographie en bande dessinée. Donc j'ai sorti 3 bandes dessinées. Alors la première c'est Comme un plateau, qui est publiée chez 6 Pieds Sous Terre. Et en fait, c'est sur mon arrivée à Bruxelles et plus particulièrement sur la vie en colocation. Donc c'est plutôt un huis clos dans une maison, mais à la fin, ça s'ouvre un petit peu. On voit des scènes dans la rue, dans la ville. Et puis, la façon dont vous parlez des villes, c'est souvent la façon dont on les utilise, en fait. Hein, oui, voilà, oui. Le quotidien, c'est-à-dire, à la fin de Comme un plateau, je parle des gens qui marquent la ville, par exemple les épiciers ou les gens que je croise quand je sors de chez moi au métro, pardon. Ensuite, j'ai sorti une autre bande dessinée qui s'appelle De l'autre côté à Montréal, qui est aussi publiée chez 6 Pieds Sous Terre. Et là, j'ai quelques exemples de visuels. Je ne sais pas si on voit très bien. Donc là, on voit vraiment qu'il y a quand même des décors, un petit peu d'architecture. Et donc c'est très montréalais en fait quand on connaît Montréal. Oui, tant mieux parce que c'est à Montréal. Et donc en fait, je suis partie pendant 6 mois en résidence avec d'autres auteurs de bande dessinée. Et donc pareil, je raconte un petit peu des anecdotes qui se sont passées à Montréal. Et donc il y a beaucoup. En fait, j'ai beaucoup plus développé des dessins. Plutôt des décors de ville dans cette bande dessinée-là que dans la première, Comme un plateau. C'est aussi parce que j'ai beaucoup plus visité l'extérieur que dans Comme un plateau. Où je restais on voit quand même qu'il y a une mise en scène vraiment particulière hein, des immeubles. Oui, c'est toujours frontal. Donc ça, c'est une scène qui se passe à New York. Ici aussi. Alors là, effectivement, les personnages, hein, par rapport à la ville, sont... Voilà. C'est ça qui m'a plu. C'est un contre-exemple. Alors ça, c'est issu de mon 3e livre qui s'appelle Moi non plus, qui est publié chez Misma. Et en fait, il n'y a quasiment pas de décor de ville. Donc c'est encore un contre-exemple. Parce que c'est plutôt... ce livre, c'est sur une reconstruction après une rupture. Et donc, il y a beaucoup plus de scènes d'intérieur sur un canapé, parce que c'est la grosse déprime et que je sortais pas de chez moi. Et donc voilà. Contre-exemple total. Voilà, parlons plutôt total. de ville en ville alors. Et ça, c'est une planche qui pour moi est très importante. Donc je sais pas si vous arrivez à lire. C'est issu d'un. J'ai fait ça pour un fanzine. Donc c'est un fanzine, c'est un magazine autopublié qui s'appelle Gonzine et qui reprend que des travaux de femmes, d'où le mot gonzine, voilà, gonzesse, fanzine. Et donc, c'est une amie qui m'a demandé de faire une page, et c'était juste avant de partir à Montréal. Et en fait, j'habite à Bruxelles, et il y a énormément de harcèlement de rue.
Enfin, tout le temps, les femmes se font emmerder, insulter, alpaguer. Plus qu'à Paris, vous pensez? Là, j'ai pas du tout été... Oui, vous n'avez pas l'occasion de... Enfin, si, je vais régulièrement à Paris, mais j'ai jamais été ennuyée comme à Bruxelles. Juste un point, les femmes ne se font pas agresser, elles sont agressées. Oui, pardon. Non, c'est un point. Oui, excuse-moi. Non, il n'y a pas de... Oui. C'est vrai. On va faire attention. Et donc, cette page, la première phrase, c'est « Je suis à Montréal pour 6 mois. Juste avant de quitter Bruxelles, un mec m'a dit dans la rue « On tire un coup vite fait ». Et troisième case, je vais passer 6 mois sans être emmerdée et traitée de salope. Je me sens bien. Et est-ce que c'est vrai, alors? C'est-à-dire est-ce que vraiment à Montréal, oui, c'est différent Montréal, pour une femme? Je trouve qu'il y a une ouverture d'esprit. C'est très, très féministe. Et les gens sont beaucoup plus conscients de tout ce qui se passe. Et j'étais presque choquée de ne pas être ennuyée dans la rue. Je sais pas, à un moment, j'étais dans un parc et je lisais et je me disais, c'est bizarre, il n'y a aucun mec qui vient, je comprends pas. Ça vous manquait pas quand même? Non, pas du tout. Rassurez-nous. Mais même dans les rues, la nuit, il n'y a pas de... Je me sentais jamais en insécurité comme ça peut se passer à Bruxelles. Et justement, je voulais rebondir avec ton association parce qu'à Bruxelles, par exemple, il y a beaucoup d'endroits où il y a peu de lumière, c'est peu éclairé, il y a des rues assez sombres. Voilà. Et donc, c'est pas très... C'est pas très sympa. Après, la lumière fait pas tout, mais oui, ça bien joue sûr, pour beaucoup. Ça joue pour beaucoup. Nous, on a visité beaucoup de villes. Enfin, pour le coup, pour avoir fait 13 marches explo, donc dans 13 villes différentes, on n'a pas visité Bruxelles et pas visité Montréal parce que on était parti sur des villes qui étaient gouvernées par des femmes maires, en fait, puisque, pour donner un autre chiffre, seulement sur les 250 plus grosses villes du monde, seules 24 sont gouvernées par des femmes, donc moins de 10%. Voilà, c'était aussi une manière de montrer un autre visage. Et juste sur le harcèlement, on voit des grosses différences de ville en ville. Il y a des véritables choses. Alors, moi, c'est le vécu à Montréal, mais sinon, on voit des différences, que ce soit au Japon ou à côté, pas très loin, à Mumbai. C'est le jour et la nuit, d'ailleurs, parce qu'on a rencontré une association qui se bat juste pour que les femmes aient le droit de marcher la nuit dans les rues de Mumbai, tout simplement. Donc, des fois, c'est vraiment... il y a un gros point là-dessus. Ouais, moi aussi, j'ai participé à une marche nocturne au flambeau de femmes et on a été nassés par des policiers très rapidement. On a été matraqués. Dans quelle ville? À Bruxelles. À Bruxelles. Oui. Alors, on reviendra tout à l'heure sur de ville en ville, parce que je voulais avoir quand même l'avis de Marine sur ce que vous vivez, vous, avec les enfants, puisqu'on a vu un peu les points de vue différents, mais on n'a pas parlé encore du ressenti des enfants. Alors, est-ce que pour les enfants, justement, l'architecture, l'urbanisme, c'est quand même encore un truc de mec? Alors, nous, je vais peut-être passer, je ne sais pas si c'est le moment de... Oui, allez-y, vous allez nous montrer. Ouais. Alors, nous, on intervient, c'est une association, Chic de l'Archi, qui a été créée en 2014. C'est une association qui a été créée en 2014. L'idée, c'était au départ d'intervenir en milieu scolaire pour faire connaître aux enfants la culture urbaine et architecturale, parce que c'est quelque chose qui est inscrit dans le programme, mais dont les professeurs ne s'emparent pas du tout, enfin, ou très très peu. Il faut s'y connaître un peu, j'imagine. Et bien c'est ça, parce que finalement, l'architecture, c'est un domaine artistique à part entière, comme la musique, le théâtre, et autant les enseignantes se sentent à l'aise avec la musique, le théâtre, avec l'architecture, beaucoup moins. Alors que, paradoxalement, c'est quand même le domaine artistique qui impacte le plus on vit dedans, notre quotidien. Donc voilà, c'était une raison de plus pour agir. Aujourd'hui, on travaille pas uniquement avec les écoles, parce que c'est pas forcément facile de rentrer dans une école, mais beaucoup avec des bailleurs sociaux, des collectivités qui ont besoin de communiquer sur des projets et qui sentent la nécessité d'impliquer le jeune public sur cette communication-là. Donc on intervient aussi bien sur les temps scolaires que périscolaires,
mais aussi sur des ateliers libres, sur des commandes de maisons du projet, donc à Lyon. Donc oui, on est à Lyon, je ne sais pas si je l'avais précisé. Et du coup, à Lyon, on a plusieurs quartiers qui sont vraiment en reconversion et les maisons de projet de ces quartiers-là font appel à nous de manière régulière pour venir expliquer aux enfants ce qui se passe dans le quartier. Donc on fait ça sous forme de petites chasses au trésor. Ouais, c'est ce qu'on voit là alors. Alors là c'est une chasse au trésor dans le parc Blandan, qui est un parc récent qui a été réalisé par l'agence de paysage Base. Donc l'idée c'était de d'expliquer aux enfants l'histoire de ce parc qui avant était une caserne militaire et de vraiment mettre en valeur, d'insister sur le travail du paysagiste pour leur montrer que derrière les espaces qu'ils fréquentent au quotidien, il y a des gens qui les dessinent, des architectes, mais pas seulement, hein. On a une équipe de maîtrise d'œuvre, c'est aussi beaucoup d'ingénieurs, techniciens, etc. Après, on travaille beaucoup sur des ateliers créatifs avec des maquettes. Ils font leur ville eux-mêmes. Alors là, c'est une concertation qu'on a menée à Villeurbanne, où la ville nous a demandé de concerter les enfants sur les ambiances intérieures des salles de classe. Donc on a questionné un petit peu les usages avec les enfants, et un des travaux, demandé aux enfants, c'était de réaliser leur salle de classe eux-mêmes, idéale, voilà, avec différents éléments de mobilier. Je ne sais pas si on peut passer sur le... Voilà. Alors, ils ont carrément les casques de chantier. Ouais, parce qu'on aime bien emmener les enfants sur les chantiers. Les constructeurs ont aujourd'hui... c'était pas évident au départ. Aujourd'hui, ils se rendent compte que c'est intéressant, que c'est important, parce qu'après, les enfants discutent aussi avec les parents le soir. Et quand c'est un chantier qui est juste à côté de chez vous et que finalement, le soir, les enfants reviennent, vous en parlent un petit peu, ça démystifie un petit peu ce qui se passe juste à côté de chez nous, derrière les palissades. Et c'est pas plus mal, ça peut... ça peut atténuer certaines tensions, c'est exactement ça. Dans les quartiers. Voilà, donc ça, les promoteurs, les constructeurs l'ont bien compris. Donc nous, ça nous va très bien parce qu'on fait notre job. Oui. Voilà, donc les visites de chantier. Nous, il y a un point chez Chic auquel on tient vraiment, c'est la sensibilisation au métier de l'architecture. Oui, c'est là où je vous posais la question. Et voilà, c'est ça. C'est qu'en fait... un architecte, pour pas mal d'enfants encore, c'est forcément un homme. C'est un peu bête à dire, mais on est obligé de rappeler parfois, et on fait vraiment l'effort, parce qu'on invite beaucoup d'intervenants, des ingénieurs, des architectes, des gens, des artisans, etc. Et on fait quand même l'effort d'inviter beaucoup de femmes, parce que ce qui est important pour les petites filles, c'est d'avoir des figures, des modèles. Et je pense qu'il n'y a que comme ça que les choses pourront un peu évoluer. Pour les petits garçons aussi. Hein. Pardon ? Pour les petits garçons aussi, c'est important d'avoir des modèles femmes. Oui. Oui, non, mais du coup, ça va dans les deux sens, parce qu'on sait aujourd'hui que les petites filles, c'est notre faute, mais les petites filles se construisent aussi... beaucoup sur leur genre, et se ferment beaucoup de portes sur des carrières scientifiques, etc. Donc on fait attention à... Nous, on féminise tous les métiers du bâtiment. Hein. Donc il y a des maçons, des maçonnes, des charpentiers, des charpentières, parce que clairement, il y a une chose, c'est la partie conception, donc les architectes, la maîtrise d'œuvre. Quand on passe après sur le monde vraiment du bâtiment, parce que nous, on peut dessiner la ville, mais c'est encore un autre problème. Ceux qui construisent la ville, là, pour le coup, les femmes, il n'y en a pas. Enfin, il y en a très, très peu, quoi. Mais alors, une fois que vous avez constaté que pour les petits-enfants, un architecte, c'est un architecte, que tout ce genre de métier qui doit être un peu obscur pour eux, c'est quand même un domaine des hommes. Une fois que vous leur avez montré que ce n'est pas tout à fait le cas, l'idée fait son chemin rapidement. C'est pas... Oui, on verra après. Il faut... Ah, je vous sens pas positive, là. Non, mais parce que nos enfants sont quand même vraiment, vraiment conditionnés. Alors là, je ne sais pas si on peut passer. Et ça, nous, on le sent dans le... Alors, c'est pas forcément... Je suis désolée, Émilie. Voilà, alors ça c'est un exemple qu'on trouvait très drôle. Sur les ateliers libres, quelle que soit la thématique, alors quand je dis ateliers libres, ce sont les parents qui inscrivent les enfants. Parce que dans l'école, les ateliers sont forcément paritaires, puisque on est avec une classe qui de toute manière est constituée avec le même nombre de garçons et de filles. Mais dans les temps périscolaires ou sur ces ateliers libres, où c'est quand même les enfants qui choisissent ou pas de venir, c'est plutôt paritaire.
Enfin, je faisais cette analyse-là, et puis hier, finalement, on a fait un atelier 100% féminin autour du paysage à la Pardieu. Mais d'une manière globale, c'est quand même assez paritaire. On sent que les petits garçons sont plus intéressés par les thématiques autour de la structure, du pont, etc. Et là, c'était un atelier à la Pardieu sur la question de la hauteur, et on proposait aux enfants d'inventer leur tour idéal, et en incluant un programme. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette tour ? Donc moi, à l'époque, j'étais enceinte de ma deuxième fille, et donc les 2 petites filles qui sont sur l'image ici, voilà, ont dessiné une tour maternité. Voilà, donc pour accueillir la fin de ma grossesse et mon accouchement, il y avait évidemment une crèche aussi, pour que je puisse laisser ma fille après. Oui, bah voilà. Oui. Et puis dans le même temps, sur le même atelier, on a 2 petits garçons. C'est des petits garçons. Là, voilà, qui eux ont fait une tour sport. Donc, dans la tour, il ne se passait rien. Enfin, on n'a pas réussi à savoir. Mais par contre, il y avait des méga rampes. Donc, il ne faut pas avoir froid aux yeux, mais il y avait des méga rampes pour descendre. Enfin, voilà. Donc, ça nous parle quand même un petit peu de la manière de voir les choses. Je pense que c'est pas complètement dû au hasard si c'est les petites filles ont dessiné des maternités. Et, donc, il y a encore du chemin à faire. Il y a des chemins à faire. Nous, on a des outils. Donc, je pense que c'est la diapo d'après. Voilà. On travaille avec une fondation, la fondation d'entreprise Réussite Scolaire à Lyon, la FERS, qui développe des outils pour sensibiliser les enfants à différents métiers. Et ils ont plusieurs outils sur les métiers du bâtiment, et notamment ce loto des métiers, que nous on utilisait beaucoup. C'est un loto, ça. C'est un loto des métiers. Donc il y a, on a une série de cartes, on tire au sort. Il faut retrouver avec la définition la bonne carte. Qui est quoi on avait une première version de ce loto qui n'était pas féminisée, et très vite on leur a fait la remarque, parce que l'idée, on a un partenariat avec cette fondation, on teste leurs outils, on leur fait des retours, et donc là c'est une version 2 en fait de ce loto des métiers où on a féminisé. Où ils ont féminisé tous les métiers. Donc voilà, on a un maçon, une maçonne, un conductrice de travaux, un électricien, une électricienne, une charpentière. Voilà, c'est ça. Alors il manque maintenant, ça sera l'étape d'après, c'est un peu moins évident, mais c'est l'image, parce que c'est aussi important. Ouais. Il faut... Voilà. Mais ils n'ont pas encore de banque d'images avec une électricienne. Bon. Oui, on va organiser un shooting. Oui, Charlotte. Il y a certaines villes qui féminisent aussi beaucoup leurs panneaux. Ouais. À Vienne. Vienne, Rennes, de la ville non genrée, je ne sais pas. Enfin, prenant en compte l'ensemble de ces problématiques. Mais par exemple, on est à Wellington, on peut avoir des feux de piétons. Le petit bonhomme vert, le petit bonhomme rouge, qui est en fait une petite bonne femme, je ne sais pas si on veut dire. Et voilà, il y en a aussi en Allemagne. Parce qu'elle a une robe. Alors, mince. Alors, il y a plusieurs choses. Vous voyez venir, là. Bien sûr. Alors, pour le coup, la première à Wellington, ça a été... Alors, j'ai pas son nom en tête qui me vient plus, mais c'était une suffragette, la première suffragette une suffragette extrêmement connue qui s'est battue donc pour le droit de vote, donc qui en effet a une tenue vieillotte, son petit chapeau, voilà. D'accord. Mais en même temps, là, une deuxième qui vient d'arriver, c'est Carmen Ruppe, qui est donc une militante transgenre également, donc et donc c'est sa silhouette qui est. Donc c'est pas juste un petit bonhomme avec une jupe ou avec une couette. C'est une personne. C'est une personne, c'est la silhouette d'une personne complètement. Et en effet, alors j'ai oublié le nom de la ville, mais j'ai vu des panneaux de travaux où en effet c'était un homme, donc. Enfin, un bonhomme classique, on va dire, qui avec une pelle et un tas, et à côté... une petite dame avec une robe. Une petite dame avec une robe, puisqu'on sait très bien que c'est très on enlève très souvent... on donne très souvent des coups de pelle en jupe, oui. Mais... L'idée, c'est aussi... Avec des talons Non, je crois pas. J'avoue, je sais pas. J'ai pas fait attention. Là, je voudrais pas dire de bêtises. Mais clairement, il y a un effort qui, pour le coup, là, est peut-être un peu maladroit, mais un effort de féminiser aussi, de représenter. C'est valable sur les noms de rue. Là aussi, c'est encore... Il faudrait qu'on en parle. Voilà, 2% des noms de rue à Paris qui portent un nom de femme, 3 stations de métro.
dont 2 partagés. C'est une représentativité aussi qui, dans nos villes, qui laisse à désirer. Qui laisse clairement à désirer. Ingrid, justement, on parlait de personnages. Vous aviez préparé justement un petit montage avec, vous m'avez dit que vous aviez pensé à mettre les personnages dans vos représentations. Alors ça, apparemment, c'est quelques projets de l'agence et en fait, on a. Tu peux passer comme ça. Donc c'est ça, juste. Je vais pas tous les expliquer parce que ce serait trop long, mais pour démarrer dans ce métier, quand on vient pas du tout de ce métier-là, c'est pas évident. Moi, j'ai tout simplement répondu à des concours de bailleurs sociaux. Donc là, c'est pour Paris Habitat, c'est 7 logements. C'est un tout petit bâtiment, mais ce qui m'intéressait avant tout, et c'est pour ça que je l'ai gagné, donc je suis contente, ils avaient compris l'idée, c'est de créer une cour intérieure, avec une cour intérieure, on crée un sas entre l'espace public et son espace privé, et on peut recréer une mini-communauté. Et donc avec 7 logements, c'est faisable, avec une centaine, un peu moins. Et j'ai eu envie, au bout d'un certain nombre de bâtiments construits, de retourner dans les bâtiments et d'aller prendre des photos et de rencontrer les habitants. Et on a fait ça avec Gaëla Blandi, qui est une photographe à la base de portraits et qui fait également pour gagner sa vie, des photos d'architecture. Et donc, j'ai réuni ces 2 côtés en un et je lui ai demandé d'aller faire des photos des habitants de 4 de mes projets. Et le livre, il sort cette semaine. Ah, voilà. Formidable. Vous l'avez apporté. Je l'ai reçu aujourd'hui. Je vous l'offre, Isabelle, bien sûr. Ah, merci. Et ça s'appelle Habitaré. Donc, c'est pratiquement que des portraits de gens. Je ne sais pas si c'est féminin, mais en tout cas, c'est mon approche. Je construis pas pour fabriquer un bel objet dans la ville, même si c'est important, parce que le côté esthétique est très important dans nos métiers. Mais je construis pour les gens. Je construis pour des gens qui vont y habiter. Des gens qui vont râler parce que l'architecte a oublié telle chose, ou alors se réjouir d'une autre. Et c'est en permanence, plus on rentre dans le détail des appartements ou des bâtiments, qu'on y pense. Où est-ce qu'ils vont mettre leur télé? Oui, c'est ça. Vous allez jusque-là quand vous faites... Moi, on est obligé de positionner les prises. Donc, on est obligé de s'imaginer c'est vous qui faites les prises? Avec notre bureau parce que je me disais qu'architecte, c'était peut-être... plus large que ça, et qu'après, il y avait quelqu'un d'autre qui arrivait pour l'endroit où on faisait les ça dépend, on peut avoir des plans très légers, on dit il faut 3 prises par pièce, ou alors on les dessine. Donc nous, on est plutôt du genre à aller jusqu'au bout, mais en fait, on peut se tromper aussi. C'est-à-dire que la télé n'est jamais mise là où on pensait. Et puis, les couleurs qu'on choisit ne sont pas les mêmes. Donc ça m'a beaucoup touchée d'y retourner. Pour ce premier bâtiment, c'était donc 5 ans après. Et ils ont tout repeint, les couleurs fantastiques que j'avais choisies. Donc c'était une leçon d'humilité assez intéressante. Et voilà, j'ai un côté très pratique et je pense que c'est un peu féminin quand même. Et pouvoir mettre sa tringle à rideau, ça veut dire qu'on ne peut pas mettre la fenêtre de haut en bas. Ça ne marche pas, même si c'est très très beau. Quand on va voir les habitants et qu'ils vous disent il n'y a pas assez de placards, on y réfléchit après. On sait tout même si je ne fais pas de décoration intérieure, c'est quand même quelque chose d'intéressant de comprendre comment ils vont vivre dans ces espaces. Et pour ce petit bâtiment, ce qui est génial, c'est qu'ils font des dîners l'été. À Noël, les enfants font un sapin de Noël et ils font dans la cour. Voilà, et qu'il y a un seul appartement au rez-de-chaussée qui est pour personnes à mobilité réduite, une vieille dame, et tout le monde s'occupe d'elle, va lui faire ses courses. Et je suis hyper contente. Je ne sais pas si c'est lié à l'architecture, mais je pense quand même que cette petite cour avec des coursives extérieures où les gens peuvent se parler, vous avez vu, ils ont mis des plantes. Je pense que ça a un peu joué pour ça. Oui, ça, c'est voilà. Toutes les... Et si on continue, donc il y a très vite, on peut continuer, on voit d'autres bâtiments avec d'autres... ça, c'est dans le Marais, dans le 3e rue Volta. Et les habitants sont quand même assez heureux. Il y a une dame qui m'a dit, assez âgée, qui m'a dit c'est sans doute mon dernier appartement. Et je suis très contente. C'était une belle émotion. Très, très belle émotion. Oui. Voilà. Juste une petite aparté, parce que vous dites je ne fais pas de décoration intérieure. Alors ça, c'est aussi, en préparant cette table ronde, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu. C'est-à-dire qu'apparemment, toutes les architectes femmes, quand elles disent « je suis architecte », on leur dit « architecte d'intérieur ». Donc,
Tout le temps. C'est vrai, c'est systématique. Je pense que c'est 99% des fois. Et qu'est-ce que vous répondez? Vous giflez la personne sans rien dire ou bien vous prenez on lui dit non, architecte d'extérieur, même si ça n'existe pas. C'est la réponse que je fais. Non, mais alors, on explique qu'on est généraliste. Enfin, oui, moi, ce que j'adore faire, parce que si on continue, c'est de dire pas du tout, moi je construis des tours. Voilà, parce que c'est très masculin. Ah oui, la tour, oui. Donc après, tu peux continuer. Ah, c'est marrant ça. Ça, c'est pour les gens dans les bâtiments. Ouais. Et donc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de bâtiments, de livres d'architectes où il y a des personnes, donc c'est un peu un pied de nez. Oui, en général, on ne voit pas les gens, c'est vrai. Où l'habitant n'existe plus, et donc là, il a repris sa place. Et donc, voilà, j'en viens au tour. Ouais. C'est que j'ai une petite spécialité de recherche, c'est au sujet de la tour. J'ai fait mes études en partie aux États-Unis, et je me suis intéressée au gratte-ciel, puis après en France, aux tours, en Europe. Et pourquoi à Paris les tours étaient détestées, ça m'a intéressée de faire une contre-exposition sur les beaux exemples de tours en Europe, ce qui a un peu aidé la ville de Paris en quelque sorte à faire accepter au grand public la tour, mais la petite tour, pas la tour Montparnasse. Et donc il y a 4 endroits dans Paris où le plafond des hauteurs est dépassé. Et c'est vrai que c'est un sujet très particulier, parce que la tour, elle marque la ville. C'est même un peu violent parfois. C'est assez phallique en même temps, une tour. Et donc, ce que j'ai essayé revenir. Bien sûr. Ce que j'ai essayé d'expliquer dans ce livre, c'est que la tour, elle a des qualités environnementales quand même fortes, même si on lui donne tous les défauts du monde écologique, qu'en termes de densité dans une ville, ça a un vrai sens, qu'on peut y créer des espaces publics, et que si on crée des tours différentes avec des jardins, comme si la tour était une ville dans la ville, avec des jardins suspendus, des équipements publics ou semi-publics communs en étage, on pouvait créer une typologie extrêmement intéressante pour la ville, et qu'il fallait en tirer parti plutôt que de faire des plateaux identiques qui se superposent et que ça devienne uniquement un bâtiment d'habitation standard et surtout de rentabilité financière, ce qui est le cas dans énormément de villes dans le monde. Oui. Et que la tour en Europe n'avait pas besoin de participer à la course de la hauteur très masculine et redevenir une petite tour agréable. Et donc, en France, on dit que les tours de 50 mètres sont la bonne taille, d'autant plus qu'elles sont en dessous du seuil d'immeubles de grande hauteur qui nécessitent un pompier 24 heures sur 24. C'est ça. Voilà. Et donc, j'en construis. Ouais. Voilà. Très bien. Donc, c'est ce que je réponds. Non, moi, je construis des tours. Ah oui, je ne fais pas de déco intérieure. Émilie, justement, je voulais qu'on revienne sur vos dessins quand vous avez fait cet album de ville en ville. Et j'y pense parce que c'est un regard, là pour le coup, pas du tout d'architecte sur les villes, mais d'usagère et d'esthète. Et là, il n'y a pas de ville du tout. Mais alors, j'aimerais que vous nous montriez un peu le... Voilà, ça c'était c'est un cherche et trouve qui a été publié chez Fleurus. Donc ça, c'est Paris, hein, on reconnaît bien. Oui. Un petit peu. Et donc, ce qui est assez marrant, c'est que vous avez su, en quelques traits comme ça, dégager la personnalité forte des villes. Parce que, bon, là, on reconnaît Paris parce qu'il y a des monuments, mais il y a d'autres villes où il n'y a pas de monuments et on voit bien où c'est quand même. Là, c'est Nairobi. Ça, c'est assez... Oui. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Là, c'est le Caire. Et donc à chaque fois, oui, voilà, c'est un livre qui reprend 11 villes du monde en cherche et trouve. Donc il y a plein d'éléments à trouver dans les illustrations. Ouais. Et c'est aussi un travail de commande de la part des éditrices qui m'ont demandé ce livre. Et donc j'avais quand même des choses vraiment essentielles à mettre. Alors, est-ce qu'il y a autant de femmes que d'hommes dans vos petits personnages? Est-ce que vous y avez pensé à ça? Je pense qu'il y en a plus. Je sais pas, j'ai pas compté. Mais c'est vrai que j'ai une anecdote, mais j'ai pas le dessin là. J'avais fait... Il y a Dubaï aussi dans ce livre. Et j'avais mis beaucoup de femmes. Et les éditrices m'ont dit non, il y a trop de femmes, il faut en enlever. C'est pas possible. Ça m'avait un peu contrariée, mais bon.
Les architectes, elles trouvent comment les dessins des villes? Ça va, ça passe? Bon, je suis pas très... C'est vraisemblable? Je suis pas hyper douée en perspective. Elles ont l'air dubitatives. Hein. Pour le coup, ça peut faire des supports vraiment géniaux pour les ateliers avec les enfants. Bon, bah, vous en discuterez après la table ronde. Elles sont très animées, je trouve que c'est vraiment la ville vivante, c'est assez agréable à voir comme dessin. Tout à l'heure, vous nous disiez, Charlène, qu'il y avait énormément de différences d'une ville à l'autre. Est-ce que vous pouvez nous donner 2-3 éléments qui fabriquent ces différences? On a vu la lumière. Est-ce qu'il y a, en très court, en résumé, des éléments comme ça qui sont vraiment déterminants pour l'utilisation des villes par les femmes? Oui, alors après, il y a, donc on a vu la lumière, bien évidemment, mais pour revenir sur les questions de mobilité, c'est extrêmement important. On voit que les femmes utilisent beaucoup plus, une utilisation variée des différents modes de transport. On voit par exemple sur la question de l'usage des vélos. Du vélo. Sur notre étude, le vélo arrive en avant-dernier sur l'utilisation. La fréquence d'utilisation, pardon. Donc après, marcher, prendre le bus, prendre le métro, même prendre le taxi, même prendre sa voiture personnelle, alors qu'on est quand même sur des moyennes où on intègre Mumbai, Cape Town. On est aussi sur des villes qui n'ont pas forcément... où avoir une voiture personnelle ne fait pas partie. On n'est pas que dans des villes, on va dire, du Nord, où beaucoup ont une voiture personnelle, par exemple. Et donc, voilà. Et la seule chose qui arrive après le vélo, c'est le scooter. Voilà. Les raisons qui sont indiquées, c'est évidemment le manque d'équipement. Donc, évidemment, les villes qui sont très bien équipées en pistes cyclables, où c'est pensé suffisamment large pour ne pas ensuite prendre trop de risques avec les voitures. Là, on a beaucoup plus de cyclistes, comme Malmö en Suède ou Sofia également. Et donc... Et comment ça impacte les femmes? C'est-à-dire que les cyclistes sont plutôt des femmes? Alors, les cyclistes, aujourd'hui, en tout cas parmi celles qui ont répondu, elles sont, comme je dis, très peu à l'utiliser, mais par contre, elles sont plus de 80% à vouloir en faire plus. Mais elles sont limitées par cette idée, par cette question de sécurité et aussi d'harcèlement, parce que pour beaucoup, les cyclistes qui, elles, roulent régulièrement, nous disaient justement qu'elles se faisaient au moins autant insulter, harceler. D'ailleurs, j'ai fait mon abus de langage, qu'elles sont harcelées au moins autant qu'à pied, voire plus, parce que voilà. Après, il y a une autre difficulté quand on est à vélo, c'est qu'aller au vélo au bureau, c'est risquer d'arriver en sueur, de filer un collant, de ne plus être très présentable. Et il y a plein de... Ça limite aussi ça touche plus les femmes que les hommes. Sur ce point de vue. Après, c'est un aspect très personnel. Voilà. Après, comme je disais, sur les équipements, par exemple, on a vu, je crois que c'est au Danemark, il y a une piste cyclable qui s'illumine la nuit parce qu'elle s'est rechargée. Le revêtement se recharge la nuit à la lumière du soleil. Donc, au-delà d'être écolo et d'être... en plus super sympa. Voilà, ça lie plusieurs thématiques. Vas-y, Marine. Non, juste pour continuer sur les vélos, je sais qu'il y a une ville en Europe du Nord, je sais pas si c'est pas Stockholm, qui a. Alors, il faudrait que le matin, ce soit et les papas et les mamans qui emmènent les enfants à la crèche, mais l'utilisation des vélos a été rendue possible plus facilement aux femmes avec l'équivalent. Alors à Paris, c'est quoi les Vélib. Des Vélib avec un siège bébé. À Hambourg également. À Hambourg, je sais pas si à Stockholm. Et alors, du coup, ce sont les femmes qui prennent les vélos? Alors, pas forcément, mais en tout cas, ça permet aussi d'utiliser la ville avec son enfant. Oui. Parce que c'est une vraie contrainte. C'est une vraie contrainte, je crois. Enfin, pour le coup, le mien serait trop petit pour aller dans un siège auto comme ça, mais un siège vélo. Mais voilà, aller se faire une balade dans la ville, prendre un Vélib, un Vélov, peu importe le nom qu'on leur donne. Voilà, c'est aussi une vraie contrainte de sa vie de famille dans la ville.
Et ça ne concerne pas que les femmes, bien évidemment, et heureusement. Et sur un autre point qui joue beaucoup, c'est l'accès au sport également, où aujourd'hui l'accès au sport dans la ville en libre service, bon, entre guillemets, je ne sais pas si ça se dit exactement comme ça, mais c'est bon, alors tout le monde peut courir dans sa ville, par exemple, mais si on veut un peu d'équipement, ça se cantonne très rapidement au City Stade, auquel on joue au football et au basketball, non pas que les jeunes filles ou les jeunes femmes ne peuvent pas jouer au foot et au basket, loin de là, mais en termes d'utilisation, on est sur une utilisation, je crois que les chiffres de l'étude d'Yves Rebaud et d'Edith Marie-Jules, c'est 75% d'utilisation en termes d'usage. Quand on compte le temps en termes d'usage de ces équipements sportifs dans la ville, 75% sont destinés aux garçons, ce qui induit derrière que 75% des budgets liés aux équipements sportifs reviennent aux garçons. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Et pour citer encore une ville du Nord, notamment Umeå, donc en Suède, ils ont mis en place des horaires spécifiques dédiés aux jeunes filles pour les inviter à les utiliser, pour garder des temps. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que de cette incitation, il en est fait toute une com' qui en fait a intéressé les jeunes filles. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin de ces horaires spécifiques parce qu'il y a suffisamment d'équipes de football de filles, oui, ça se fait naturellement, et mixtes, que c'est devenu une habitude, que c'est devenu normal, et c'est devenu cette normalité. Alors bon, je suis désolée parce qu'on a l'impression, on n'a pas encore fait le tour de tout, mais il est déjà l'heure de passer au public qui, on l'a vu, avait plein de choses à dire, donc je pense que c'est bien de leur passer aussi un peu la parole, de prendre le temps quand même. Donc justement, est-ce que vous avez des remarques, alors vous avez des choses à dire, hein. Ah ça, si, parce que j'ai vu que vous répondiez, vous êtes architecte ? Donc, alors, je vais vous passer le micro et vous allez nous dire ce que vous vouliez nous dire tout à l'heure. C'était des remarques sur le terrain, je crois. Oui, Anne Labreuil, cofondatrice de l'association Mémo. Donc, on avait un petit peu échangé. Non, je voulais rebondir. C'était, je ne sais plus, j'ai piaillé un moment, pinaillé. C'était sur la question des réseaux. Parce que pourquoi les femmes ne vont pas, effectivement, les femmes architectes qui ont fait des études d'architecture ne vont pas plus facilement sur la maîtrise d'œuvre, hein, ce que tu disais tout à l'heure, Ingrid. Il y a la question du modèle. Ça a été abordé tout à l'heure. Vous disiez, moi, je ne me sentais pas légitime pour faire la maîtrise d'œuvre classique. Et ça, c'est vrai qu'on réfléchit beaucoup dans l'association. Pourquoi les jeunes femmes ne se sentent pas légitimes là-dedans? Donc, il y a un gros boulot à faire. Et c'est effectivement, comme c'est un métier très lié au réseau, très masculin, mais ensuite on a abordé tout ça, donc je ne voudrais pas répéter ce qui a été dit, qui était tout à fait pertinent. Je ne sais plus. Oui, effectivement, oui. Dans les agences d'architecture, effectivement, quand on regarde le top 100 des agences d'architecture en France, il n'y a aucune femme qui sont à la tête de ces agences-là. Par contre, effectivement, ces étudiantes, elles sortent des écoles, donc elles vont travailler et elles sont les petites mains de ces agences, et depuis très longtemps. Et ensuite, quand on regarde au niveau des chefs de projet, il y en a de moins en moins. Enfin, c'est classique dans toutes les professions. Malheureusement, ce n'est pas typique des... Oui. Oui. Alors, je voulais juste aller rebondir sur ce que vous disiez, parce que j'ai noté les chiffres des salaires. Parce que, évidemment, vous vous doutez bien, comme il y a moins de femmes, qu'on a vu les réseaux, les machins, hein, évidemment, ça va avec. Les salaires sont plus bas. Les salaires des femmes sont plus bas dans ces milieux. Alors, revenu moyen des femmes architectes, hein, on parle des architectes, 26 924 € par an, ce qui représente 57% de celui des hommes, qui, lui, s'élève à 47 469 € par an. C'est quand même dingue, 57%. La profession se paupérise pour tous, me disait une... C'est pour... Les chiffres de l'ordre des architectes. Voilà, inscrite à l'ordre des architectes. C'est vrai aussi. Oui, ça n'inclut pas du coup les salariés d'agences d'architecture qui sont collaboratrices mais qui n'ont pas besoin en termes
de responsabilité d'être inscrite à l'ordre. Donc à nouveau... par rapport aux salariés, c'est à peu près la moyenne en France. Et donc crois, moins 20%. Ça va alors. Voilà. C'est à peu près la même chose. Et moi qui enseigne, c'est vrai que j'ai remarqué que les étudiantes, elles arrivent et elles sont dès le début, dès les 2 premières années, elles n'ont pas l'intention de monter leur agence. Et elles arrivent un peu... déjà un peu découragées. Elles n'ont pas cette envie-là, tandis que les garçons, ils arrivent, c'est leur première idée. Et donc, en fait, je fais le travail de dire aux garçons, il y a plein d'autres métiers, vous savez, et les filles, je leur dis, mais montez votre agence. Et il y a de toute façon très peu de femmes qui enseignent le projet d'architecture. Donc déjà, la figure tutélaire, le modèle... On est 7% de femmes à Versailles qui enseignent le projet. 7%. C'est quand même... j'exagère parce qu'en titulaire, en tout, on doit être 13%. J'exagère un peu. Parce qu'il y a des vacataires. Et c'est vrai que donc, le modèle n'existe pas, très peu. Et donc ça leur donne envie. Ça leur donne envie de nous voir, de voir qu'on a des enfants, on arrive à enseigner, on arrive à créer, à construire, oui. Donc ça un peu leur change la vie qu'elles se sont faites sur ce métier. Mais c'est sur des grands modèles aussi, des plus grandes figures. Quand on voit que le prix Pritzker, il a été attribué pour la première fois à une femme, à Hadid en 2004. C'est ça que je dis pas de bêtises. Voilà, pour la première fois à une femme. C'est hyper récent, quoi. Donc il y a aussi très peu de réseau. Voilà, absolument. Bah oui, mais on commence petit à petit. Mais voilà, il y a aussi très peu de modèles qui sont mis en avant, la représentation, encore une fois. Du coup, il y a un concours qui est organisé par l'ARVA depuis le prix quelques années, le prix des femmes architectes, qui est beaucoup critiqué. Mais je pense que ça peut être une solution. Tout à l'heure, tu parlais des quotas d'heures. Voilà. C'est quelque chose qu'on met en place un temps pour faire bouger les choses. Je pense que ce concours, il n'a pas vocation à durer, je sais pas, il faudrait que dans 10 ans, on n'ait plus besoin de faire ce concours-là parce qu'il y ait autant de figures masculines. Je vais te dire, moi j'ai eu le prix spécial. Voilà, Zéro retombée dans la presse. Le moniteur n'en a même pas parlé. Le moniteur qui parle de tout. Qui est la Bible de la construction. C'est très controversé. Tout le monde met des barrières, personne ne veut en parler. J'étais très étonnée. Comme quoi, il faut qu'il continue. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques, si vous voulez témoigner de votre point de vue? Vous levez le doigt ou non? Pas du tout, en fait. Il m'avait bien semblé. Alors, est-ce qu'il y a Excusez-moi, en fait, je suis pas sûre que ce soit pertinent parce que j'étais en train de faire le live tweet pour Cosette, donc je suis pas sûre d'avoir bien compris. Mais il me semble qu'à un moment donné, vous parliez de harcèlement de rue et vous aviez dit que qu'il pouvait y avoir une question de lumière dans les villes qui faisait. J'ai pas suivi et ça avait l'air très intéressant. La question de la lumière, elle est entière. En fait, pour beaucoup, avoir de la lumière quand il fait nuit, ça rassure, ça réduit le sentiment d'insécurité. Voilà. Est-ce que maintenant, pour le coup, notre étude ne montre pas spécifiquement que ça réduit pour autant le fait d'harcèlement, le fait d'agression? Mais si ça peut contribuer à un meilleur sentiment de sécurité. Après, le vrai, qui est le vrai enjeu, c'est le sentiment de sécurité ou plutôt d'insécurité qui est le vrai enjeu. On l'a vu sur une étude. Si on dit, je pense que c'est un chiffre que vous connaissez toutes et tous, 100% des femmes se sont un jour ont été agressées. Je vais pas y arriver. Maintenant, j'ai fait la remarque. Je me trompe. Donc, ont été agressées dans le métro parisien. Mais plus que ce chiffre, c'est 85% des femmes pensent qu'elles n'auront pas d'aide si elles se font agresser et si elles se font violer dans le métro parisien. Et ça, c'est, je crois, encore pire, puisqu'en fait, ça montre qu'on nous a appris
parce que c'est pas inné d'avoir ce genre de peur. Si les garçons l'ont pas, c'est que c'est pas inné. C'est qu'on nous a appris à avoir peur, on nous a appris à faire attention, alors que, et là je reviens sur les questions on parlait d'éducation genrée, on n'a pas mis le mot, mais c'est ça, sur les a priori qu'on peut avoir, on ne dit pas, alors je dis un on parce que comme ça on ne vise personne, on ne dit pas aux garçons de faire attention, etc. Et donc, voilà, c'est sur ce sentiment d'insécurité qu'il faut jouer, essayer de trouver des solutions. Alors, il y a des villes qui proposent des lumières, des ballons de lumière, comme ça, pour faire des cheminements qui nous aident aussi à nous orienter dans la ville, même quand il fait nuit. Ça marche ? Eh bien, écoutez, oui. Enfin, en tout cas, sur ce qu'on en a vu et ce qu'on a pu nous dire, voilà, il y a des cheminements piétons qui donc permettent d'orienter plus facilement, des parcs qui sont aussi ouverts tard le soir, parce qu'en fait, quand on est aussi dans c'est encore une fois dans les pays nordiques, mais quand il fait nuit très tôt, quand à 16h il fait nuit, et en fait on rentre pas tous avec les enfants. Donc là aussi il y a un vrai enjeu de continuer à vivre dans l'espace public même quand il fait nuit. Alors peut-être pas à 3h du matin, mais même à 16h, s'il fait nuit à 16h, il faut continuer. Voilà. Donc c'est un vrai enjeu encore une fois d'appropriation, même la nuit. Les femmes ont le droit aussi d'être dans leur ville la nuit sans risquer quoi que ce soit. Et juste à ne rien faire, des fois. Une autre remarque ? Bonsoir. Je voulais avoir votre avis sur ce que vous pensez donc, sur la ville du futur. Donc on parle de ville durable, de ville 2.0, de smart city, enfin tous les mots sont très beaux. Mais en vrai, moi j'aimerais pas habiter dans un immeuble qui sera conçu de manière un petit peu étrange, avec beaucoup de boutons, enfin un côté un petit peu inhumain, alors qu'on place l'humain au centre. Donc quel est vous en tant que professionnel, votre avis, et qu'est-ce qu'on nous réserve dans les années à venir? Parce que je suis un petit peu inquiète quand même. Voilà. Alors Ingrid, ce qui est vrai, c'est qu'on a l'impression que la technologie peut nous permettre de tout maîtriser, et en particulier les consommations énergétiques. Je pense que ce n'est pas totalement faux, parce que en donnant à l'utilisateur des moyens de contrôler ses dépenses énergétiques, ses dépenses d'eau, ses dépenses, ou de créer une communauté dans son immeuble où on fait attention collectivement à ça, je pense que ça peut vraiment créer des liens, en fait. Des liens et quelque chose de très bénéfique pour l'écologie. Donc vous êtes plutôt optimiste, vous, Ingrid, par rapport à ce que redoute je pense Madame. qu'il faut que ce soit très simplifié, il faut que n'importe qui puisse l'utiliser, mais c'est comme les réseaux sociaux, c'est comme les smartphones, il faut que ce soit aussi simple que certaines applications pour que ce soit vraiment efficace. Mais la grande idée, c'est de dire on peut créer une collectivité sur le thème de la réduction des déchets, des composts, des jardins partagés qui utilisent des composts, qui utilisent les eaux usées pour pouvoir arroser les plantes. C'est assez intéressant, je trouve. Une sorte de permaculture attachée c'est ce qu'on à a l'urbanisme. proposé là, récemment. On attend les résultats du concours. Et vous, Marine ? Alors, nous, on a travaillé... c'était une première démarche, on va essayer de multiplier ce genre d'action, mais on a commencé à faire de la concertation avec les enfants. Et je pense que ce qui est important pour cette fameuse ville de demain, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans, mais ce qui me semble important, c'est de remettre l'usager au centre de cette ville-là. Et ça passe pour nous par faire participer les enfants ou les adultes à la conception de leur cadre de vie. Donc il y a aujourd'hui une petite transformation qui est en train de se faire où on a aujourd'hui le maître d'œuvre qui est le sachant, qui va dessiner, le maître d'ouvrage de l'autre côté qui va commanditer, qui va payer, et puis ce binôme-là aujourd'hui il est en train d'être complété avec ce qu'on appelle la maîtrise d'usage, où on vient chercher le citoyen, l'habitant, pas pour prendre le stylo de l'architecte, mais pour pouvoir alimenter un cahier des charges avec lui son retour d'expérience sur le terrain. C'est un petit peu ce qu'Ingrid fait finalement quand elle retourne 5 ans plus tard dans ces bâtiments pour voir finalement ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Ça alimente le cahier des charges du prochain projet. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de s'opérer de cet ordre-là et c'est plutôt positif. Émilie, si on vous demandait de dessiner la ville du futur, vous feriez quoi ? Non, pas une ville à Skyton.
C'est difficile. Une ville avec plein de personnages avec et plein de femmes dedans qui sont libres de faire ce qu'elles veulent. Oui, c'est vrai que vous avez pas mal travaillé sur le harcèlement de rue quand même. J'ai fait plusieurs planches là-dessus, oui. Et en fait, je voulais juste dire que je fais partie du collectif des créatrices de bandes dessinées contre le sexisme. Oui. On est 250 à avoir signé, c'est une espèce de charte. Et on a un site internet qui s'appelle bdégalité.org sur lequel on reprend... il y a beaucoup d'articles sur le sexisme dans la bande dessinée, la misogynie. Et dans la ville aussi. Et oui, voilà. Oui, c'est vrai que c'est... Parce que finalement, en architecture ou en bande dessinée, le problème reste le même. C'est deux milieux, effectivement, qui sont quand même... Il y en a plein d'autres, oui. Ouais, mais ceux-là aussi, oui. Redites-nous l'adresse du site. Alors, ça s'appelle bdégalité.org. Voilà, merci. Merci à vous. Une autre remarque dans le public? Ah, voilà, il y a quelqu'un qui... Attendez, je vais vous apporter le micro. Bonsoir, je suis désolée, je suis arrivée un peu en retard, donc peut-être que vous avez déjà parlé de cette question. Mais je suis ingénieure urbaniste et je fais une thèse sur le genre et l'espace public. Et je voulais savoir justement, pour notamment les architectes que vous êtes, est-ce que vous pensez la ville différemment parce que vous êtes des femmes? Voilà. Ah, vaste question. Alors en fait, pour tout vous dire, on a abordé ce sujet depuis le début, en fait. On ne parle que de ça. Ingrid? Moi, je dirais pas vraiment. Je crois que c'est vraiment une question de caractère. Est-ce qu'on s'intéresse à des choses pratiques ou pas? Et c'est vrai quand on est maire, quand on s'intéresse à comment on va prendre le métro, comment on va traverser une rue. Et donc, par rapport à la ville, en tant qu'urbaniste, je dirais que le côté pratique très féminin qui peut énormément servir, ça c'est évident. La dimension des rues à traverser, le côté un peu quartier dont tu parlais tout à l'heure, qui doit permettre de rendre une vie de famille ou un peu sécure. C'est des notions qui sont plutôt intuitives que scientifiques, je dirais, et qui ne sont pas forcément féminines, mais il se trouve que... oui, c'est parce que dans la société d'aujourd'hui, ici en France... et en Europe, et un peu partout dans le monde, et peut-être dans tout le système solaire, je ne sais pas, j'espère que non. Effectivement, ce sont quand même les femmes qui s'occupent des enfants, et voilà. Et c'est peut-être... Mais juste si ça change, peut-être que d'un coup, on aura des architectes... Moi, je connais des architectes très, très sensibles à toutes ces questions-là aussi, hommes, donc je pense qu'il ne faut pas trop caricaturer non plus. Je pense que c'est vraiment important de ne pas essentialiser, en fait, de dire qu'il y aurait une architecture féminine et une architecture masculine. Je pense que ce serait la pire des choses parce que finalement, on enfermerait à nouveau les gens dans leur genre. Enfin, voilà. Et je vois, par exemple, ça me fait penser à un reportage autour de la présence des femmes dans le milieu du bâtiment, où il y avait un chef d'entreprise qui se réjouissait d'avoir une femme plâtrie et peintre, et disait « Ah, mais c'est génial, parce que du coup, elle est super méticuleuse. » Et finalement, il pense bien penser, mais en fait, c'est pire que tout, parce que les hommes sont aussi méticuleux, peuvent aussi être méticuleux, et il n'y a pas une manière de travailler parce qu'on est une femme, et des caractéristiques propres à notre travail. Je pense que ce qu'il faut, c'est vraiment mettre l'usager au cœur et penser à tout le monde. Et ça, voilà, c'est difficile parfois pour un homme de se mettre à la place d'une femme et de se dire... comment elle va... Ouais, donc on aimerait que ça n'existe pas, mais en fait, ça existe encore un peu. Hein. Le côté réflexe féminin par rapport aux architectes hommes. Je pense en tout cas, on crée et on conçoit et on dessine, je pense, à peu près de la même façon. Il n'y a pas de raison qu'on soit différent du point de vue de la conception. Une autre question? Oui, je vous donne mon micro. Merci. C'est pour rebondir un petit peu sur la question de fond où je l'ai entendu différemment, c'est qu'est-ce qu'il en est de la féminisation des idées d'une société. On parle du care, du prendre soin, de la résilience, enfin tout ça quand on regarde historiquement, vous parliez
En Amérique du Nord, par exemple, les Nord-Américains, sur la question du care, ont quand même réussi à structurer des concepts théoriques qui aujourd'hui imprègnent la société. Qu'est-ce qu'il en est donc le care a une base féminine, hein, parce que ça part du sens maternel. Non, mais l'origine est là. La semaine dernière, ça avait été évoqué aussi un peu cette ville qu'on peut imaginer autrement qu'à travers un système ultra-libéral. Bon, le terme, je le mets avec des guillemets, il y a quand même des choses quand même très claires et déterminées qui ont été dites par d'autres architectes sur cette opposition entre un monde de l'argent très pur, très dur, et un autre monde dans lequel l'humain prendrait sa place. Alors qu'est-ce qu'il en est de l'humanité, de la féminisation des idées et de l'implication dans l'architecture? Merci. Reste question là encore. Okay. Ah Oula. Alors, vaste question. Est-ce qu'il y a déjà des villes dans lesquelles le care, justement, a déjà une place un peu prépondérante? Alors, il y a des villes qui prennent plus en compte certaines choses et d'autres. Voilà. Là, je pense, puisqu'on parle féminité, enfin maternité, le côté maternel du care. Par exemple, au Japon, on a énormément de choses sur l'accès aux sanitaires, avec des chaises, une chaise bébé dans les toilettes des femmes et de certains hommes même. C'est très important. Et donc, en fait, c'est parce que c'est ce qu'on disait. Je sais pas combien de personnes ont eu envie d'aller aux toilettes avec un bébé d'un an et dans des toilettes dégueulasses où on ne pouvait le poser nulle part. Et là, c'est un gros enjeu. Oui, c'est tout vrai, simplement. Hein. Et donc, beaucoup évitent de sortir longtemps parce que ils savent qu'à un moment donné, ou elles savent qu'à un moment donné, il va y avoir ce hic. Donc voilà, il y a des villes qui prennent en compte ce genre de choses. Dans les nouveautés aussi, par exemple, à l'aéroport de New York, il y a une espèce de bulle de cocon qui a été construit exprès pour l'allaitement ou pour changer des couches ou pour voilà. Il y a des choses qui sont prises en compte aussi sur cette question de changer des couches, c'est de savoir est-ce qu'un papa a le droit de changer une couche? Parce que quand on va dans les toilettes publiques, généralement, déjà femmes et handicapés sont mis ensemble et puis la table à langer est dans les toilettes des femmes, donc voilà. Enfin, donc il y a des choses qui sont prises en compte. Je ne réponds pas à toute la question parce que c'est très très large. Le care prend de plus en plus de place. Maintenant, je crois que l'idée ce soir, c'était aussi de se dire qu'il faut, s'il n'y a pas tant de différence dans la construction, il y a quand même les usages des femmes à prendre spécifiquement en compte et à écouter et à trouver des réponses. Et j'ai un point qui m'échappe, mais dans l'idée de... J'ai perdu mon point. Désolée. On peut passer la parole à quelqu'un oui, si quelqu'un d'autre, ça reviendra. Moi, ce qui m'a intéressée dernièrement, donc c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce livre, c'est de montrer comment l'architecture peut créer du lien social. Donc ça, c'est un petit peu... C'est un peu ce que la question. Qu'est-ce que c'est le sas idéal entre l'espace public et l'espace privé? J'en ai déjà parlé. Comment les gens peuvent se parler entre eux? Donc, est-ce que les circulations, il faut être très efficace, avoir un rendement de surface parfait pour avoir des circulations minimes où personne n'a envie de se croiser, ou au contraire, on fait un peu d'effort, on tire un peu les prix, mais on a des circulations où deux voisins peuvent se parler, où on a de la lumière naturelle, ce qui nous permet aussi de se sentir un peu plus sécure et on peut bavarder un peu plus longtemps. Un endroit où les enfants peuvent se rencontrer, parce que les enfants créent du lien social. Ça, je pense que tu as dû... Oui. C'est vraiment à travers les enfants qui n'ont aucun problème pour jouer ensemble ou se taper dessus que les parents peuvent arriver à communiquer. Les parcs, à Paris, les parcs sont les endroits où il y a le plus d'échanges entre les gens. Donc ça, c'est intéressant au niveau de la ville, mais c'est aussi intéressant au niveau des bâtiments, de créer ces liens sociaux qui vont faire que le désagrément de la vie en collectif, qui est le propre de l'urbain, peut être une chance. Une chance, ouais.
Et vous parlez peu là des... Enfin, on me disait, on était plutôt sur des problématiques féminines, mais sur la place des handicaps dans les villes, ça aussi, ça fait partie du CARE. Et là encore, est-ce qu'on a l'impression, est-ce qu'il y a un progrès? Parce que jusqu'à présent, c'était quand même... très peu... C'est le lien, ça me fait repenser à l'idée que j'avais perdue, donc c'est parfait. C'est de se dire que quand on prend en compte un certain nombre de besoins, et notamment si on parle là, des besoins des femmes dans leur ville, ça couvre beaucoup plus large. C'est-à-dire que les réponses qu'on peut apporter couvrent de manière beaucoup plus large. C'est-à-dire que là où on prend en compte le fait de passer avec une poussette, non pas que ce soit que les femmes qui poussent des poussettes, mais encore une fois, on y revient, il y a aussi un fauteuil roulant qui passe. Clairement, de la même manière, quand on prend des bus adaptés, qui ne stigmatisent pas encore davantage, comme le font certains bus parisiens, la descente et la montée d'un fauteuil roulant, eh bien, ça sert aussi pour les poussettes. Enfin, en fait, il y a toute une pluralité de choses. Et ces pistes cyclables dont je parlais, par exemple, elles servent pour tout le monde, avec un Vélib ou l'équivalent d'un Vélib avec un siège enfant. Et bien voilà, c'est toute la famille qui en profite. Et pour le coup, moi, je sais que mon mari s'est trouvé un nombre incalculable de fois bloqué à me dire bon bah écoute, tu vas changer le bébé parce que j'ai pas le choix. Et pour reprendre le même exemple que tout à l'heure, mais c'est voilà, en fait ça sert il y a plein de solutions qui peuvent servir beaucoup plus largement, même si en fait à la base elles sont pensées pour des femmes. En fait, c'est le bien-être de toutes et tous qui compte dans la ville. Et ça me fait penser, je parlais de Janet Sadikan du service transport de New York, qui nous avait dit en fait, nous on l'a pensé comme ça. Donc, c'était pas spécifiquement les femmes, c'était vraiment le bien-être de toutes et tous dans leur ville, que toutes et tous se sentent bien dans leur ville et puissent se l'approprier, y être, avoir le droit de ne rien y faire, parce qu'aujourd'hui, les femmes vont d'un point A à un point B, mais le droit de flâner dans sa ville, c'est aussi une vraie revendication. Ou alors, il faut faire du shopping. Là aussi, on peut en parler. Hein. On peut en parler longtemps. Les endroits où on se réunit le dimanche, maintenant, enfin, voilà, il y a aussi un point là-dessus. Les espaces de vie et les espaces de convivialité. Voilà, qui sont réduits et je pense qui sont réduits au shopping. Hein. Voilà. Mais je pense que, et ça rejoint beaucoup, mais beaucoup proposent, et je me souviens d'un appel à concours sur la ville de Vienne, où en effet, ça avait montré que, enfin, les résultats avaient montré que les femmes avaient proposé beaucoup plus d'espaces de convivialité, peut-être de rondeur dans cette ville, et donc voilà, où il y avait beaucoup plus d'échanges, mais comme tu le penses aussi pour tes bâtiments notamment. Voilà. Alors, une dernière question, parce qu'il est l'heure, en fait, de se séparer déjà. Donc, si vous avez une remarque, une question, vite. Non, j'exagère, prenez votre temps, mais c'est le moment. Bon, j'ai l'impression que non. Hein. Si, au fond. Ah, vous vraiment, vous levez la main, là, en fait. Ah, d'accord. Merci. Bonsoir, je voulais poser une question à Charline. Est-ce que les réponses que vous avez pu voir étaient plus des réponses d'équité pour remettre, on va dire, à égal la femme, ou vraiment d'égalité de traitement? Ou est-ce que l'un va vers l'autre? Alors, en fait, ça peut être c'est un peu confondu. C'est-à-dire que les premières, les réponses sur le questionnaire. Donc, quand on fait des marchés, on passe par un questionnaire pour recueillir de la donnée. Donc, on avait de la donnée aussi bien quanti que quali, parce que vraiment, c'est quelque chose qui manquait. On avait très peu de chiffres. L'idée, c'était déjà d'identifier les problèmes, mais en fait, de tout de suite les passer en termes de solutions. C'est-à-dire qu'on a vraiment voulu écouter les femmes sur les recommandations qu'elles souhaitaient. Et beaucoup... c'est un peu des deux, en fait, en termes d'égalité et d'équité. Mais je crois, là, à y réfléchir, parce que pour le coup, j'avais pas réfléchi à cette question. Pour réfléchir, je crois qu'on est plus dans l'égalité. Où on est beaucoup moins sur, je ne sais pas si on peut dire, mais sur de la discrimination positive, même si dans beaucoup d'actions, on a cette idée, tout à l'heure je parlais d'Ouméa avec ses équipes de football féminines, mais en fait on retrouve cette idée dans beaucoup d'espaces
Ou à Malmö, on a un skatepark qui ouvre le lundi soir que pour les jeunes filles jusqu'à ce qu'elles se sentent en capacité, qu'elles prennent suffisamment confiance en elles pour le faire les autres soirs et dans la rue. À Baltimore, on a une association qui aide à réparer des vélos, parce qu'on est dans un quartier en difficulté avec déjà avoir son vélo et en même temps, voilà, quand tu es en panne. Ça aide les jeunes filles aussi à prendre ça en main et à se dire qu'elles peuvent faire un petit peu de mécanique. Et alors, pardon, c'est jamais contre-productif, ça? C'est-à-dire que quand on aide, quand on conserve un soir par semaine pour faire du skate ou du foot, est-ce que du coup, ça finit pas par faire une sorte de mini-ghetto Alors en fait, on s'est vraiment, pour le coup, et peut-être tu pourras compléter là-dessus, mais pour le coup, en tout cas sur ces initiatives, non. Parce qu'en réalité, l'objectif, c'est c'est pas de pérenniser cette idée. C'est vraiment dans une logique d'empowerment de ces jeunes filles, et donc vraiment de leur donner confiance, de leur dire vous en êtes capables et vous avez le droit, jusqu'à ce qu'elles soient sentent en capacité. Et nous, on a interrogé beaucoup de jeunes filles justement qui participaient, quelques jeunes filles qui participaient, et donc vraiment elles nous disent ouais, en fait ça nous a permis de prendre confiance et de se dire ok, on s'est gamellé 2-3 fois. Les premières fois, ils se sont bien foutus de notre gueule, mais maintenant, on est aussi en capacité d'eux. Voilà. Et il y a une vraie logique d'empowerment. Et encore une fois, comme à Ouméa, eh bien, elles sont sorties et maintenant, elles font face. Et c'est extrêmement important. Après, il y a une deuxième logique, un deuxième pendant qui est, par exemple, dans les transports, sur la question des wagons réservés, où là, c'est plus contestable, plus discutable, pardon. Et encore une fois, c'est beaucoup une question de contexte. C'est-à-dire quand on est au Caire, quand on est au Japon, il y a des choses qui, clairement, ne se justifient peut-être pas. Encore une fois, il y aurait tout un cours là-dessus, mais ne se justifient peut-être pas en Allemagne ou à Paris. Clairement, voilà. Donc, c'est beaucoup une question de contexte. Et en effet, des fois, on a eu du mal à faire certaines analyses comparées parce que tout simplement, quand on va à Cape Town où on a marché dans un bidonville à côté de Cape Town qui s'appelle Khayelitsha et où leur principale problématique, c'est déjà d'avoir des toilettes sécurisées avec un peu de lumière parce que sinon les jeunes filles et les femmes sont agressées, je vais pas y arriver ce soir, oh là là, sont agressées, violées, tuées, juste. Voilà, c'est évidemment pas comparable avec un problème de toilettes publiques à Paris, ou même si certes il y a un manque, peut-être. Voilà, en tout cas c'est ce qui est sorti de notre analyse, mais on peut pas non plus. Il y a beaucoup une question de contexte. Marine voulait rajouter quelque chose? Oui, je voulais juste compléter par rapport à cette idée d'occupation de l'espace public par les hommes et les femmes. C'est quelque chose qui se lie. Enfin, la préfiguration de cette occupation, elle se fait dans la cour de récréation et le fameux terrain de foot. Et alors il y a l'association Jean Réville qui a beaucoup travaillé dessus. Il y a Edith Marie-Joule qui a fait quasiment, elle n'a pas fait une thèse autour de la cour de récréation, mais sur les espaces récréatifs dans la ville. Et clairement, Edith Marie-Joule par exemple a fait avec des collégiens une cartographie de la cour de récréation où les enfants pendant la récré se représentaient eux dans la cour de récréation. Et puis représenter les filles et les garçons avec un petit F, un petit G, et puis on fait une petite grappe de F quand il y a un groupe de filles, voilà. Et clairement, ce sont les garçons qui occupent l'espace, et puis les filles, elles sont plutôt en marge. Et du coup, ça nous donne vraiment une idée de ce qui sera ensuite l'occupation par les garçons et les filles de cet espace public. Et du coup, nous, on a un exemple ultra contre-productif dans notre entourage d'une amie qui a sa fille dans une école publique à Lyon, où le terrain de foot était occupé essentiellement par les garçons qui rejetaient vraiment les filles. Et donc, la directrice a dit, on va faire des jours partagés. Il y aura des jours pour les garçons et des jours pour les filles. Sauf que sur les 5 jours de la semaine, il y en a 4 pour les garçons et 1 pour les filles. Et du coup, le jour pour les filles, en fait, c'est le jour où les filles... il pleut. Alors, quand il pleut pas, en fait, c'est le jour où les garçons se mettent en mode spectateur autour du terrain de foot et se moquent des filles. Donc, grosso modo... Il n'y a plus aucune fille, même les filles qui avaient envie de jouer au foot, ne jouent plus au foot. Donc, il y a du travail à faire sur cette répartition de l'espace
mais dès tout petit et de manière sensée. Et on terminera sur cette terrible exemple décourageant comme tout. Mais il manque une logique dans cette logique d'empowerment, c'est-à-dire que je crois, dans le temps partagé qui marche, il y a cette logique d'empowerment, pour rester plus positive, peut-être une note plus positive sur cette logique d'empowerment et de prise de confiance, on a le droit aussi d'être dans l'espace public et que oui, c'est ça, il y a un jour pour les filles, mais c'est de la formation, le reste aussi. Mais bien sûr, et puis pour le coup sur ce jour-là, c'est de la formation, c'est vraiment de l'empowerment où elles prennent confiance et c'est là je pense la différence avec ce contre-exemple. Oui, non, malheureux. C'était pas judicieux du tout. Non, mais c'était assez drôle quand même. Faut reconnaître. Écoutez, je vous remercie encore une fois tous, toutes et tous d'être venus participer à cette table ronde conférence. Merci à nos intervenantes brillantes. Je vous propose d'aller boire un verre et manger un petit bout en bas dans la grande salle d'exposition pour continuer, si vous voulez, cette discussion. Merci encore.